La gravité de la lésion, les possibilités de traitement, la durée approximative de l'arrêt d'activité de danse qui est à prévoir. Ce mode de fonctionnement reste à ce stade purement informatif et laisse au danseur le choix de son thérapeute ou de l'établissement de soins dans lequel il souhaite poursuivre le traitement. Et ce n'est pas aussi un des moindres avantages, ça permet à l'administration, à la direction des ballets de Monte-Carlo de prendre les mesures nécessaires pour éventuellement effectuer un remplacement. Mais en fait, la grande question, est-il réaliste d'espérer faire chuter le nombre de blessures qui atteint, qu'elles soient chroniques ou aiguës, les danseurs d'une troupe de ballet chaque année? Alors écoutez, il semble que l'on puisse répondre à cette question par l'affirmative. Et c'est tout l'intérêt du débat. En effet, d'importantes études sur la prévention du risque dans la danse professionnelle ont été entreprises depuis une dizaine d'années, entre autres au Québec, aux États-Unis et en Allemagne, mais ailleurs aussi. Et les résultats sont plus qu'encourageants. Le principe, c'est une analyse statistique poussée du contexte de chaque blessure. Et il en découle d'importantes constatations. Alors tout d'abord, en amont, au niveau des écoles de danse et avant le passage au professionnalisme, il devrait être possible de détecter les sujets à haut risque de blessure. En effet, l'anatomie d'un danseur influence énormément les aptitudes biomécaniques de ses articulations principales, genoux, épaules, chevilles, hanches. Alors je vais vous donner, pour n'effleurer que le sujet, deux exemples types. La fréquence largement accrue des entorses chez les danseurs dont les articulations sont hyperlaxes. Le problème, c'est que cette hyperlaxité leur donne quelque part, au moins pendant leurs études de danse, une grande facilité pour effectuer les mouvements. Mais l'heure est totale puisque le risque de blessure est largement multiplié. Autre exemple, l'influence de la valeur angulaire de l'antéversion du col fémoral sur la faculté de rotation externe des membres inférieurs chez le danseur. La rotation externe des membres inférieurs chez le danseur, classique, on n'a pas besoin de démontrer sa nécessité absolue, et le col fémoral d'un individu standard, dans la moyenne statistique, présente une antéversion, c'est une orientation vers l'avant, comme ceci, de l'ordre de 7-8 degrés. Chez un danseur qui présenterait une antéversion marquée, plus marquée, il ne pourra obtenir la position de rotation externe à 180 degrés de ses pieds qu'au prix de contraintes mécaniques considérables au niveau genoux, hanches et chevilles, et ces contraintes mécaniques seront susceptibles d'entraîner assez rapidement des phénomènes destructeurs au niveau des cartilages et des ligaments et des périphéries articulaires. Maintenant, revenons au sein même des troupes de danseurs professionnels. Que peut-on faire justement pour la prévention? Alors, les faits suivants sont établis statistiquement. Les blessures subies affectent surtout le membre inférieur et le dos. Les blessures aiguës sont principalement des entorses et des lésions musculaires. Les blessures d'usure sont en fait probablement pratiquement 5 fois plus fréquentes que les blessures accidentelles, sachant qu'elles ne sont souvent pas déclarées. Au sein d'un groupe de danseurs, les moins de 30 ans et ceux qui comptent le plus d'heures de performance sont le plus souvent victimes de blessures. Et ça frappe les plus jeunes. Les blessures accidentelles se produisent surtout en février et mars, en fait lorsque se préparent les grands spectacles et les tournées. 2 tiers des blessures accidentelles se produisent en atelier et 1 tiers en spectacle. Et le travail effectué tard le soir, l'apprentissage de nouveaux mouvements constituent, ça a été prouvé statistiquement, des facteurs de risque. De façon plus générale, la texture des planchers, la fatigue accumulée, le travail sous pression sont des facteurs de risque statistiquement certains également pour les 2 types de blessures confondues. En ce qui concerne les ballets de Monte-Carlo, les statistiques actuellement disponibles ne concernent en fait que les lésions déclarées en accident de travail par la procédure classique. Le nombre de lésions d'usure, là aussi, est probablement largement sous-évalué.
On dispose de chiffres pour 2006 et 2007 et les premiers mois de 2008. 2006 par exemple, il y a 31 accidents, 18 aigus, 13 chroniques. 2007, 29 accidents, 15 aigus, 14 chroniques. Et pour les premiers mois de 2008, les 3 premiers mois, 9 accidents, 9 aigus. L'analyse plus en détail, dont je ferai grâce, de ces chiffres ventilés par type d'accident, zone articulaire atteinte, a une bonne cohérence, présente une bonne cohérence avec les résultats de la littérature et en même temps une indiscutable stabilité dans le temps sur ces 2 ans et quelques mois. Alors maintenant, en matière de prévention, parmi tant d'autres, on retiendra volontiers les chiffres d'une publication remarquable qui est récente, 2003, de Bronner, Ojofeteimi et Rose, ce qui s'appelle Injuries in Modern Dance Company. Et l'avantage de cette publication, c'est qu'elle donne des résultats sur une politique de prévention plurifactorielle qui a été appliquée pendant 5 ans. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument unique. Alors les chiffres, écoutez, je vous les livre à l'état brut. En 5 ans, par une politique de prévention qui porte sur une amélioration et une utilisation des différentes techniques de physiothérapie, autant sur la diététique également, sur une analyse aussi moderne que possible du mouvement des danseurs, des mouvements de base des danseurs et des tentatives de correction des petites erreurs de certains de ces mouvements, susceptibles, on en parlait tout à l'heure, de générer justement des lésions chroniques. Également une étude attentive des planchers, également une étude attentive de la musculation, puisque là aussi a été appliqué un principe qui est appliqué dans pas mal d'autres sports actuellement, notre sport intensif, c'est une politique globale de musculation pour éviter des déséquilibres musculaires importants entre autres membres supérieurs, membres inférieurs. Bien, en 5 ans, pour les blessures chroniques, on est passé de 70% à 10%, et pour les blessures aiguës, de 20% à 5%. Ce sont des chiffres arrondis que je vous donne là. Ça donne fortement envie d'essayer d'appliquer les mêmes méthodes, entre autres, à cette troupe. Enfin, le dernier point, là je vais être très bref, comme je vous le disais, parce qu'il est extrêmement difficile, même après mieux réflexion, d'arriver à évaluer quel peut être l'impact de création multiple dans une même période si l'on désosse le problème en éliminant le facteur surcroît de travail, c'est-à-dire fatigue banale, le facteur stress. Bon, y a-t-il au-delà de cela une limite dans la possibilité créatrice et la simultanéité des créations? Vous le savez, il y a des études très modernes qui ont été faites sur l'apprentissage du mouvement. Alors là, on trouve des chiffres ou des notions différentes selon qu'il s'agit de danseurs professionnels ou d'apprentis danseurs. Mais même chez le danseur professionnel, la représentation corticale du mouvement à effectuer, je veux dire même la répétition de ce mouvement, amène à améliorer non seulement la qualité du mouvement, même si on reste dans le virtuel et si le mouvement n'est pas encore effectué, mais amène aussi à améliorer la force mise en jeu. Ça a été prouvé par des expériences relativement simples concernant entre autres la force d'un doigt ou autre. Alors, y a-t-il là une limite dans ces aires corticales pour l'apprentissage? Est-ce que l'on peut simultanément apprendre 2, 3, 4, 5 chorégraphies nouvelles? Il n'y a strictement aucune donnée actuellement dans la littérature à ce sujet. C'est un domaine d'expérience qui concerne les neurosciences. On aura peut-être des réponses d'ici quelques années. Mais je crois que pour conclure, on peut se dire que s'il y a effectivement une accentuation par le pur phénomène de création ou d'abondance de création à un moment donné, une accentuation du risque, cette accentuation s'exprime probablement en quelques pourcents, alors que si l'on prend maintenant la prévention dont on vient de parler, vous avez pu constater que c'est parfois des dizaines de pourcents. Alors je crois que le choix est fait, on ne peut que pousser et essayer de contribuer à aider nos danseurs justement à
pratiquer une politique de prévention. Je vous remercie.